Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va concerner nos épisodes toujours intéressants des catalogues automobiliers des constructeurs. Après avoir fait l'épisode sur la Peugeot 205 qui méritait un volet à lui tout seul, on va partir sur les autres gammes disponibles chez Peugeot dans ces années-là et un petit peu plus récentes également. On va commencer aujourd'hui avec la gamme 309 avec différents documents. Je les ramène ici. Il y en a quelques-uns. On va pouvoir bavarder 309 aujourd'hui et après on va voir les autres gammes disponibles. Donc on a beaucoup de séries limitées sur la Peugeot 309, donc beaucoup de catalogues différents. Donc on va essayer de tous les évoquer. En commençant par une première série limitée qui est l'indication 309. La 309 était une voiture qui plaisait un peu moins esthétiquement et j'ai l'impression qu'on essayait parfois d'un peu la cacher, cette voiture, de montrer autre chose que la voiture en couverture. Donc là, c'est la Peugeot 309, la version Bestline de 1992. La 309 Bestline, on ne la voit toujours pas de l'extérieur. On a ouvert la première page, on n'a toujours pas vu l'extérieur. Par contre, on voit un intérieur écossais plutôt sympa, qui doit être assez rare à trouver aujourd'hui. On le voit mal là, comme ça, mais il y a malgré tout le volant à 4 branches. Et quand on ouvre, et ben là, à la fin, on finit par voir la voiture, mais bon, ils l'ont caché, hein, la 309 Bestline. Pourtant, la série limitée n'est pas la plus dégueulasse qu'ils aient faite, donc avec ces enjoliveurs turbines qui sont également très difficiles à obtenir aujourd'hui, ces enjoliveurs de la SR. On peut voir qu'elle a des baguettes de porte. Donc ça montre une finition qui n'est pas la plus faible. On pouvait avoir le toit ouvrant sur cette version Bestline en option. Encore une fois, ce n'était pas systématique. Les suivitres arrière n'étaient pas systématiques. Et là, on voit bien qu'on a le volant 4 branches de la GTI, évidemment sans le logo et malheureusement sans le cuir. Donc c'était des petites économies. On avait un contour, on avait une version relativement complète. Et étonnamment, ils ne l'ont pas montré. Je trouve qu'il y a des séries limitées qui sont beaucoup plus moches sur cette 309 que cette version Bestline qui a également la banquette 50-50, c'est pas de la 60-40 là pour le coup. Donc cette 309 Bestline, voilà, moi je trouve que c'est pas la plus vilaine. Et donc cette Bestline était disponible en 3 et 5 portes, en 1.4 litre, en 1.6 litre, en 1.9 litre. Et d'ailleurs la 1.4 litre en Bestline était disponible en 3 portes et c'est la seule, les autres sont disponibles qu'en 5 portes. Que ce soit la diesel, la 1.9 litre et la 1.6 litre, c'est que de la 5 portes. Et en 3 portes, on pouvait avoir, donc elle doit être très rare, la 309 Bestline 1.4 litre 3 portes, elle doit vraiment pas être courante, cette voiture. Toujours pareil, hein, des vitesses de pointe disponibles entre 167 et 160 et 175 km/h, 180 même pour la 1.6 litre. Je pense qu'il y a une erreur de frappe là, parce que la 1.6 litre, elle prend 180 et la 1.9 litre prend 160. Donc je pense qu'ils ont fait une erreur sur le catalogue, ce qui est assez étonnant. Ils ont dû Ah non, c'est peut-être la 1.9 litre diesel en fait. Oui, c'est ça. C'est disponible en 3 et 5 portes, 1.4 litre essence. Après, c'est du 5 portes 1.6 litre. Et après, c'est 1.9 litre diesel Atmo et 1.8 litre turbo D. Et la 1.8 litre turbo D était donné à 175 km/h et 13 secondes du 0 à 100. C'était étonnamment un peu moins performante que la 1.4 litre essence. Donc c'est une gamme assez appauvrie de la 309, hein, puisqu'on est déjà en fin de carrière, en 92, on attend la 306 avec impatience, donc c'est pour ça qu'on cache la voiture à ce moment-là. Là on a un document relativement rare, j'imagine aujourd'hui, c'est le document de la 309 XAD, une simple feuille volante, donc ça allait vite à distribuer chez les commerçants et autres artisans. Donc la XAD, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'était la définition utilitaire de la 309. On peut voir ici qu'il n'y a que 2 sièges. Des sièges qu'on imagine confortables et surtout des caractéristiques techniques sur ce document avec les dimensions utiles disponibles, 1,63 m de longueur par 1,10 m de large, un peu des dimensions que je retrouve d'habitude dans mes essais. Ensuite, on a 2 documents de 309 Green. Je me demande si j'en ai pas un troisième. Si, j'en ai un troisième. G3 309 Green. G309 Green 1989 février. G309 Green, on n'a pas d'année. Et G309 Green, est-ce que c'est le même celui-là? Alors j'ai le 0289, je l'ai 2 fois, donc on va l'éliminer. Voilà, on va en éliminer un. Là, on a le 309 Green phase 1 avec sa calandre à 2 barrettes. Et là, on a la phase 2 où il montre évidemment le feu. Donc on va comparer les 2 générations de 309 Green. On peut voir, hein,
Là, la baguette a l'air de couleur noire, alors que là, elle est bien verte. Les feux ne sont pas les mêmes. Le logo grid n'est pas disposé de la même façon. Il n'a pas tout à fait la même définition. Donc, on peut voir les quelques équipements différents. On peut voir que l'essuie-glace, ici, démarre en bas, alors que là, il démarre en haut. C'est le jeu des 7 erreurs, mais malgré tout, il y a quelques petites différences. La partie latérale est identique. Il n'y a pas de baguette sur les greens, que ce soit la phase 1 ou la phase 2. Donc c'est assez étonnant. Le liseré de couleur est également présent sur les deux versions. À l'intérieur, on peut voir que les sièges ont le même dessin. Ils n'ont pas évolué sur le dessin du siège. Le tableau de bord est très légèrement différent. Est-ce qu'ils le mettent en avant, le tableau de bord, sur celle-ci? Ils le mettent à peine, hein, le tableau de bord sur la phase 1. Ils ne voulaient pas trop le montrer, j'ai l'impression. Ils ne l'ont pas montré, le tableau de bord de la phase 1. Alors que là, on montre ce tableau de bord qui se rapprochait un peu de la 405 et qui avait évolué dans un sens, a priori, qualitativement un peu supérieur. Alors que là, on ne le voit pas trop. Donc l'angle de prise de vue est un petit peu différent. On met en avant les qualités qu'on peut mettre. Est-ce qu'on montre autre chose pour essayer de comparer? On peut voir que sur la green phase 1 ou phase 2, dans les deux cas, il n'y a pas de contour. On a une horloge qui est présente à la place du contour. On a la banquette 50-50. Là, on met bien en avant le toit ouvrant dans les deux cas. Donc, c'était l'avantage vraiment intéressant de la green, c'est que systématiquement, elle avait le toit ouvrant en série et elle avait la peinture intégrale blanche. Donc, ça mettait un peu de cachet à la voiture. Mais ce qui est marrant, c'est que sur la phase 1, on ne montre pas. On a vraiment un plan centré sur le compteur pour dire ça fait un peu riche, il y a beaucoup de manomètres. Alors que là, on a un plan un peu plus large sur le tableau de bord pour dire regardez, on a amélioré notre tableau de bord, regardez-le. Et il est vraiment mis en avant, alors que sur la phase 1, il n'y est pas du tout mis en avant. Et donc la green était donc vendue avec, sur la phase 1, un 1300 cm3 d'ancienne génération, hein, celui qu'on a essayé sur la GR il y a quelques temps. Alors que sur la phase 2, c'est le 1360 TU, hein, classique, 1,4 litre. Et donc le bond en avant des performances, on était à 159 km/h avant, on est passé à 166. On était à 15,4 au 0 à 100, on est passé à 13,1. Même progrès de 2 secondes sur le 1000 mètres départ arrêté. Et en termes de conso, on a descendu également avec en utilisation, on va dire, classique, en gros entre 0,2 et 0,5 de moins quasiment de consommation de gagné avec des performances un peu supérieures. Phase 1, phase 2, peut-être qu'ils avaient fait cette série-là sur la phase 1 pour écouler les derniers moteurs de l'ancienne gamme. Donc c'est étonnant, l'évolution commerciale. Encore un document XAD, donc c'est toujours la version utilitaire qu'on a montré tout à l'heure. Hein. Bon, on met pas grand-chose en avant, si ce n'est qu'il y a une pendule et une boîte de vitesse sur la voiture. Et ça, c'est le document 88, donc toujours pareil, la spécifique phase 1, avec un équipement archi pauvre, mais des jantes qui sont intéressantes aujourd'hui. On a beaucoup de mal à trouver pour ceux qui ont besoin de ces jantes-là. Très dur à trouver. Ah, là, on revient un peu sur de la performance avec la SRD Turbo en rouge. C'était vraiment le logo Peugeot à l'époque. Hein. Le logo Peugeot, on le mettait bien en rouge à ce moment-là. Sur cette 309 turbo diesel, donc mise en avant du moteur, du contour, de la sensation d'équipement riche avec ses vitres électriques, toujours ces enjoliveurs turbines, cet intérieur velours. Et la gamme équipement, donc la SRD Turbo, hein, c'est forcément de la phase 2. Là, on doit être sur, j'imagine, le millésime 91. La dernière série, possible sur la 309 avant, on va dire que c'est le même. Je pense que c'est le même, ouais, avec le même encart là. Donc celui-là, on va le laisser à gauche. Ah non, c'est pas tout à fait le même, ils l'ont fait en 2 années différentes. Là, on a le 309 Vital 92, et le 92 et le 93. Mais c'est le même dock. Hein. Et ils n'ont rien changé, si ce n'est la couverture. Là, en 93, on s'en foutait, on montrait la voiture du postier, limite. Hein. Enfin voilà, c'était là. On mettait en avant comme c'était Vital, c'était Vitalité, avec le logo derrière, j'avais jamais fait attention, c'est les montagnes qui sont derrière, donc on met en avant aussi
les vélos qu'on peut vendre au magasin accessoires qui valent une fortune. Là, malheureusement, le document est un peu déchiré, mais on a les mêmes enjoliveurs que sur les 205 GR, entre autres, avec cet intérieur qui est en tissu. Donc la Vitale, ça représente une voiture qui est assez basique hein, dans ses motorisations et son équipement, avec toujours pareil, hein, le 1100 cm3, l'1,4 litre, l'1,8 litre en version diesel et l'1,9 litre diesel. C'est marrant, il y avait les deux moteurs diesel possibles, 60 et 65 chevaux. Je savais pas, mais c'est en tout cas pas du turbo diesel. Ça, c'était pour 92. Et en 93, qu'est-ce qu'on avait encore? Et ben c'est pareil, on avait les deux moteurs diesel possibles, 1,8 litre et 1,9 litre. Je savais pas, j'en apprends tous les jours. Vous pouvez avoir les deux moteurs 1,8 litre ou 1,9 litre diesel, 60-65 chevaux, mais pas de turbo diesel sur cette Vitale. Et la Chorus, la 309 Chorus, je sais pas comment on dit, qui était aussi un véhicule de base, avec en motorisation le moteur Simca, l'ancien moteur Simca également. Donc là, ça représentait une sorte de premier prix. C'était un peu la version junior de la 309 avec un peu la reprise esthétique du logo multicolore. Et encore une fois, cette mise en avant de la voiture blanche avec cet enjoliveur très très original, multicolore. Et donc, on faisait encore des beaux documents multiples, alors que là, on est sur vraiment une version bas de gamme, hein, où on n'a pas grand-chose à montrer. On essaie de montrer malgré tout qu'on peut mettre un autoradio dans cette voiture, mais sinon, on n'y montre pas grand-chose, puisque malheureusement pour elle, elle n'a pas grand-chose à montrer, si ce n'est ses enjoliveurs et cette baguette multicolore qui est plutôt rare aujourd'hui. Et c'est même pas le même moteur que la 309 que j'ai montré, la GR, parce que c'est la version 1,1 litre, donc c'est vraiment le moteur premier prix de chez Premier Prix. Ils annonçaient péniblement 150 km/h, on a du mal à les croire, en vitesse maximum. Et cette version de Chorus était disponible en 1988. Voilà. On va donc passer à une gamme autre, avec un autre succès, la 106, qui démarre en 1991, sa carrière. On peut voir, j'ai différents catalogues, différentes gammes sur la 106. Donc là, on est sur un document noir et blanc. La matière est plus la même, hein. On est sur du papier un peu cartonné pour montrer la fameuse 106 Kid qu'on a vue partout au début des années 90. Elle a eu une belle carrière, la 106 Kid. Et là, c'est l'édition novembre 93 de ce document. Donc ça fait partie, je pense, des premières 106 Kid. Je crois pas qu'il y ait des 106 Kid en 92. Donc la 106 Kid, c'était un peu l'héritage de la 205 Junior. C'était la conquête des jeunes un peu plus fortunés qui avaient le droit de s'offrir une voiture neuve et pas le sans-dent qui s'offrait une vieille voiture d'occasion. Donc la 106 Kid, elle reprenait un petit peu l'histoire de la 205 Junior avec l'intérieur en jean, avec ce logo qui reprenait un peu le style des jeans de l'époque. Le logo qu'on retrouvait sur le coffre arrière, en plus de le retrouver sur les panneaux de porte. Le compteur était minimaliste. Malgré tout, on voit l'apparition de la modernité du fameux voyant moteur, qui donnait essentiellement des défauts liés au catalyseur, puisque ça y est, en 93, on a droit à l'apparition du catalyseur. On montre également que c'est une voiture qu'on peut avoir en différentes couleurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent une couverture en noir et blanc. C'est assez étonnant, alors que c'est une voiture qui était censée être pleine de vie, mais on montre tout en noir et blanc. C'est assez étonnant, je trouve, commercialement parlant. Les publicitaires n'ont pas été doués, là, je trouve. Puisque là, on devine pas bien que c'est une voiture blanche et une voiture rouge. Là, on le devine, mais à peine, finalement. Donc, on met pas vraiment en avant le côté sympa de la Kid. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. C'est pas, à mon avis, c'est pas le catalogue qui a fait vendre la voiture, c'est juste le prix. Voilà, c'est dommage. Donc, la matière est originale, elle est intéressante du catalogue. Malgré tout, on met pas assez en avant, je trouve, le produit. Et donc, la Kid était disponible uniquement avec le 954 cm3. Toujours pareil, hein, on ne veut pas dire qu'elle fait moins de 150 à l'heure en vitesse de pointe. J'imagine qu'elle en fait moins, puisqu'en plus de ça, elle fait 19 secondes 2 au 0 à 100 d'après le constructeur, ce qui est un véhicule d'une lenteur abyssale. Mieux que... Peut-être qu'elle bat celle-là. Il faudrait essayer un jour une Kid 1 litre pour voir si ça marche mieux que la Dacia Spring. Autre série limitée, nettement moins populaire cette fois-ci,
un tout petit peu plus récente, puisque là on est sur un catalogue de mars 1994, c'est même pas un catalogue, hein, c'est une simple feuille, 106 contacts. Donc là ça devait être une série spéciale relativement rare en nombre d'exemplaires. Est-ce qu'ils mettent l'information ici? Ils ne la mettent pas. L'avantage, moi je trouve, de cette 106 contacts, c'est qu'elle a une présentation sportive. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas en avant le pare-choc avant nulle part, et on a le pare-choc avant de la XSI. On imagine des pneus un peu plus larges, on a des sièges sport, comme ils le disent ici, on a le volant sport de la XSI, on a les pneus de 165, ils le précisent donc, on a le moteur 1,4 litre 6 chevaux, qui est assez tonique sur la 106, donc on a une présentation assez sportive, on a droit à un contour, il le montre ici, on n'a pas d'autoradio, ça fait un peu 106 rallye. En option, on avait juste droit à la peinture métal. Et donc là, on a une voiture avec une présentation nettement plus intéressante, mais c'est dommage, il manque la face avant sur cette voiture pour mieux la vendre. Et là, on a un document en couleur, ce qui est, je trouve, nettement mieux pour présenter ce genre de voiture que ce document noir et blanc qu'on avait juste avant. C'est dommage, la 106 Contact est une série limitée très peu diffusée. 106 XR et XRD, alors là, on rentre dans la joie de vivre. Juillet 93. Encore une fois, il est en couleur, encore une fois, la kid est en noir et blanc, c'est assez dommage. Donc c'est un document qui est fait assez rapide, mais qui présente exclusivement la gamme XR, XRD. On peut voir qu'elle est dotée quand même d'enjoliveurs, a priori de vitres teintées et de baguettes de protection latérale que n'a pas forcément les versions, n'ont pas forcément les versions de base de 206. On avait également le droit à des vitres arrière entrebâillantes, ce qui n'est pas le cas sur les versions de base, encore une fois. L'intérieur, on peut voir l'intérieur de la 106 traditionnelle avec cette boîte à gants qui ferme à clé, le miroir de courtoisie côté conducteur, progrès, les vitres avant électriques sur les portes. Donc ces quelques équipements agrémentent un petit peu la voiture de manière générale. On a un petit équipement supplémentaire, on estime que c'est un peu le minimum automobile sur la 106, qu'en dessous ça fait vraiment pince. Voilà, donc avec donc différentes présentations, et donc la XR était disponible en 1 litre 1, en 1 litre 4 et en 1 litre 4 diesel, puisqu'à l'époque c'était pas encore un litre 5, avec différents niveaux de vitesse maxi. Là ça y est, la XRD a le droit à 145 km/h, donc a priori on va moins vite en XRD qu'en Kid. Alors là on rentre dans le luxe, chez Peugeot 106, avec la 106 Roland Garros. On peut voir deux éditions différentes de catalogue. Roland Garros, c'est les séries limitées du mois de mai de chez Peugeot, qui vont avec le tournoi de tennis qui est associé. Depuis un petit moment, ils font ce magazine. J'essaie de voir l'année quelque part, comme d'habitude, mais en tout cas, c'est deux catalogues différents. De toute façon, c'est de la 106 en série 1. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir si c'était un 95 et un 93 par exemple. J'imagine que celui-là est plus récent puisqu'il est en monofeuille, alors que celui-ci est en multifeuille, donc on va regarder celui-ci prioritairement. Donc la Roland Garros, on peut voir qu'elle est déjà affublée de jantes à 4 trous. Il me semble que les premières étaient à 3 trous sur ces véhicules-là. On a des baguettes un peu plus larges, soulignées par le logo Roland Garros tout le long de la carrosserie. Pare-choc peint, logo le Roland Garros, la peinture évidemment vert métallisé avec les vitres teintées, et donc ce magnifique intérieur en semi-cuir blanc avec les ceintures rouges, donc ça fait une belle, c'est bien souligné sur cette voiture. On a le panneau de porte qui n'est pas entièrement recouvert de tiers, et on voit encore la tôle apparente. Par contre on a droit au toit au vent, on a le droit aux banquettes rabattables de tiers, 50-50, je vais y arriver. On a le volant cuir, on est vraiment très bien équipé, on peut avoir la clim en option. Donc c'est plutôt pas mal cette série de Roland Garros. Elle est plutôt agréable. Là, sur celle-ci, on met en avant les anti-brouillards, on met en avant tous les équipements dits luxueux. Et on explique que cette voiture est motorisée par un litre 4, donc moteur également supérieur sur la 106. Et là, on met en assez grand le niveau d'équipement du véhicule, ce qui est signe en général de choses disponibles assez nombreuses en termes d'équipement. Et sur celui-ci, c'est à peu près, c'est d'ailleurs la même chose qui est écrit derrière, et ils parlent uniquement des équipements de série,
Mais ils parlent pas des équipements en option, parce que je sais que la clim était en option, j'en ai eu une comme ça avec la clim. Donc la clim était une option sur la Roland Garros. Donc voilà, caractéristiques techniques essentielles. Donc Roland Garros, très très belle série. Là, ils ont fait dans l'originalité chez Peugeot pour présenter les gammes complètes de véhicules. On a 2 documents, donc qui sont d'années, on va dire, différentes. Et là, c'est pour présenter les 106 phase 2. Alors celui-ci est de octobre 1997 et celui-ci est de mars 2000. Donc on va commencer par l'octobre 97, qui est la 106 série 2 phase 1. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais donc la 106 a changé de design en 96, refonte complète sur la base, même base technique. Ils sont passés sur une face avant et une face arrière complètement différentes. Un tableau de bord également revu, c'était également pour rentrer en concurrence, on va dire, sérieuse avec la Saxo, qui était sa cousine. Donc là, on voit qu'on met en avant cette nouvelle face avant. On montre bien que la voiture a vraiment changé et on écrit qu'elle est grande sur la route. En deuxième page, on met en avant cette fois-ci une 106 Kid en couleur et plus en noir et blanc, ce qui permet peut-être de mieux la vendre, certainement. Toujours ce logo sur la porte. La Kid qu'on remontre, encore une fois, cette fois-ci avec un intérieur de couleur verte, et un compteur à la couleur associée. La direction assistée sur la diesel était disponible en option. Et après, on monte en gamme tout doucement en 97 avec la version Itinea. La version Itinea, c'était une version assez basique, avec certainement 2-3 équipements supplémentaires qui permettaient d'égayer un petit peu la gamme, mais on restait vraiment sur du bas de gamme. La Equinox, qui a été la version très populaire. Alors on peut voir à l'extérieur la différence entre la Itinea et la Equinox, avec entre autres le qui n'est pas peint sur l'une et peint sur l'autre. Les baguettes sont présentes des deux côtés. La Equinox, normalement, il me semble qu'elle a déjà les vitres électriques et le verrouillage central. Par contre, elle n'a pas encore l'ADA. Si je dis pas de bêtises, peut-être que c'est écrit dedans, mais je ne lis pas, comme c'est à l'envers pour moi. Mais là, ça représentait vraiment le milieu de gamme. On pouvait les avoir en diesel, en 1,4 litre, etc. La Symbio, là, on commençait déjà à rentrer sur des choses un peu supérieures. Apparition des anti-brouillards, entre autres. Apparition aussi normalement de l'anti-blocage ABS et de la direction assistée, en plus des vitres électriques sur la Symbio. Donc, puis un intérieur velours un peu plus... un peu supérieur. Voilà, là on commence à montrer ce velours, ces vitres électriques. Enfin, on montre que la voiture est supérieure, qu'elle est moins à poil que la version de base. Apparition des vitres électriques au milieu des 2 sièges, qui était une connerie également faite sur la Saxo. C'était un peu chiant à accéder, alors que sur la phase 1, les vitres électriques étaient sur la porte, qui était beaucoup plus fonctionnelle, je dirais. La Cashmere, alors là, ça biche. Quand on commence à avoir la Cashmere, on avait quelque chose d'encore supérieur avec les bons moteurs, les belles finitions à droite à gauche. On peut voir que la Cashmere, elle est vraiment en velours. Elle a le volant qui est en cuir. Donc là, ça commence à respirer le bonheur. On voit le pare-soleil éclairé avec la vitre de courtoisie. Donc là, on peut voir le velours qui remonte complètement jusqu'en haut de la porte. On voit aussi qu'on montre les rétroviseurs électriques. Donc c'est vraiment le truc. Et là, c'est le Graal, la 106 S16. La 106 S16, donc avec sa présentation sportive, son moteur de sport. J'espère qu'un jour, on fera l'essai d'un véhicule ainsi fait. 106 Rally, qu'on a déjà montré en phase 1 sur la chaîne, mais pas en phase 2. La XS, c'est la présentation sportive, sans être radicale, de la Rally, avec un moteur un peu moins puissant. On a l'1,6 8 soupapes, 90 chevaux. La Rally, c'est la version radicale, c'est un peu la version coursifiée, et c'est donc la version qui développe avec une admission spécifique 103 chevaux, mais c'est la même mécanique de base, un petit peu plus puissante, la Rally malgré tout. Et ensuite, on touche au luxe avec la 16S. La 16S et son moteur à culasse, double arbre à cam et ses soupapes, évidemment. 120 chevaux sur le papier et l'équipement archi complet, verrouillage à distance, les airbags, les vitres électriques. On pouvait avoir le cuir, le toit ouvrant, les clims. Enfin voilà, on pouvait faire une très belle voiture avec la 106 S16 avec beaucoup d'équipements. Donc c'était plutôt très sympa. L'amorce de la magnifique 106 électrique et ses 2,3 km d'autonomie. L'amorce de la modernité avec le téléphone portable et la magnifique montre de chez Peugeot, ainsi équipée avec une casquette et un siège auto. Là, on envoie du bois. Et donc là, on commence à montrer également les différentes couleurs possibles. On montre quelques exemples de voitures. Donc c'est un catalogue qui est quand même
relativement riche, quelques spécificités à Peugeot, les garanties, etc. Et là, donc sur le cahier qui est à part, on montre l'entièreté des couleurs avec, par exemple, ce magnifique vert véronèse qu'on pouvait s'offrir, ou le vert Watteau. Vert Izmir également, enfin bon, il y a une palette de verts sur la 5.6 phase 2 assez intéressante. Gamme complète en termes de motorisation. Également, possibilité de montrer le tissu fusion de couleur verte qui allait très bien avec ce vert Izmir. Et à la fin, les dimensions. Donc, il y a un catalogue très très complet et de bonne qualité, je trouve, avec cette petite découpe. Donc, on a travaillé le catalogue de la 106 phase 2. C'était plutôt pas mal. Et donc, en 2000, on a toujours fait ce catalogue. Simplement, les définitions commerciales ont un petit peu changé. On a l'Open, la Colorline, la Sport et la S16. Et donc on montre certaines choses, mais on parle toujours de la gamme complète, toujours le design. Alors à ce moment-là, c'est plus une nouveauté, mais on explique que la Open elle a ce type de siège, la Colorline a ce type de siège, et la Sport S16 a ce type de siège. La forme du siège est la même, mais simplement les tissus sont un petit peu différents. La Open, on est ascendant, on n'a pas le droit d'avoir des gants. La Colorline, on n'est pas ascendant, donc on a des gants en cuir. Et on est un beau gosse quand on a la 106 Sport, donc on a les gants de beau gosse. On a l'airbag qui est systématique sur toute la gamme. Le passager avait l'airbag également d'origine en 2001, parce que là c'est le catalogue finalement pour l'année 2001, l'impression 12-2000. Le contour était systématique, le double airbag, l'ABS également. Donc là, le progrès sur la sécurité est également de mise dorénavant. Malgré tout, on a une voiture qui reste assez basique avec une simple vitre. Par contre, la Colorline, on est déjà sur la gamme supérieure. On voit qu'on peut avoir le toit ouvrant, on voit qu'on peut avoir la boîte automatique. Bien qu'on a un équipement un peu plus intéressant sur ces 106. Et elles ouvrent aussi une palette de motorisation assez large, 1.4 et diesel. Et donc la Sport et la S16, donc c'est celle qui a la présentation un peu spécifique. La Sport est finalement la voiture des jeunes, c'est un 1.1 litre ou un 1.4 litre essence. Sur des marchés export, on peut avoir de la diesel, et puis après on a la S16 qui va être le haut de gamme, comme expliqué tout à l'heure, avec le magnifique siège sport en cuir Alcantara. Et donc là on a quelques tarifs disponibles avec les deux prix possibles. La version électrique coûtait 95 000 francs, pour ceux que ça intéresse. C'est un peu plus cher l'électrique que la S16, puisque la S16 était disponible pour la somme de 85 187 francs français, ce qui fait 13 000 € grosso modo, pour l'époque. Support de téléphone qui doit être très rare sur la 106, celui qui a ça biche aussi. Le siège enfant de belle facture. Et le sac week-end. Et donc, on a un dernier catalogue, 106,98, avec les caractéristiques techniques et les couleurs. Bon, pas grand-chose à y montrer, simplement, on voit l'apparition de la version Colorline, associée à la Open, la Sport, la S16, et les différents intérieurs. Ça, on a déjà montré l'ensemble. On va donc passer à la gamme 306, avec des choses à dire. Voilà, on peut voir qu'on a beaucoup de catalogues. Sur cette 306, phase 1, phase 2, on va commencer par celle-là, elle est devant nous, donc on va la prendre, et puis c'est un petit volet tout simple, c'est la XS et la D Turbo, présentation sportive mais enjoliveur, présentation 3 portes, bleu Miami, petit béquet arrière, donc on a un style un peu à la S16, on ne le voit pas là, mais elle a le pare-choc sport avec les anti-brouillard, mais c'est une gamme dépouillée, il n'y avait pas les vitres électriques d'origine, il n'y avait rien de tout ça, mais on avait des moteurs intéressants, 1,9 litre turbo diesel ou 1,6 litre essence 90 chevaux. C'était un modèle assez intéressant, cette 306 phase 1 en XS et des turbos. Il y a eu un grand succès commercial sur ces voitures. Autre série limitée à succès, la 306 Le Mans. Un petit document pas très épais, donc moteur S16, donc moteur haut de gamme, 155 chevaux, 2 litres 16 soupapes, moteur dérivé de la 405 Mi16. L'intérieur était en cuir Alcantara, on avait le numéro du modèle sur la porte, puisque les S16 Le Mans étaient donc numérotés. On avait un très beau volant 3 branches, on avait une espèce de façade look carbone
Donc on avait vraiment une belle finition quand on avait une Le Mans. C'est dommage que sportivement, le moteur n'était pas à la hauteur de la présentation et du châssis, parce que sinon l'ensemble était plutôt très bien présenté. Et donc ça, c'était un document modèle 94. Donc voilà, franchement, à 306 Le Mans, c'est une très belle série limitée intérieur-extérieur. Châssis aussi, c'est vraiment sympa. Dommage que le moteur ne suive pas. On peut voir que là, ils annonçaient eux-mêmes 9 secondes 2 de 0 à 100, ce qui était moins que la 205 GTI 1.6 105 chevaux. Ça fait un peu tâche. Hein. Quand on cherche des voitures sportives dans les années 90, c'était un petit peu dommage. Hein. Surtout qu'elle avait vraiment une belle tête, cette voiture. La ST, qui était une 306 coffre, finalement, donc avec la malle arrière. Hein. La plupart des 306 qu'on a vu chez nous, c'est les 306 à haillons. Là, c'est la 306 coffre, donc elle se rapproche esthétiquement vraiment de la 405. Donc c'est des gammes assez discrètes. La ST était une voiture, c'était la finition supérieure, hein, c'était l'équivalent de la XT en 5 portes. Donc on avait les sièges avant avec du velours, le panneau de porte intégralement habillé de velours, le volant 4 branches qui était spécifique aux versions hautes, anti-démarrage à code, la climatisation possible en option, les jantes en alliage également en option, sinon on avait ces enjoliveurs ici présents. Donc équipement supérieur, hein, pareil, les anti-brouillards étaient aussi en option sur la version ST. Et cette version ST donc, était possible en 2 litres 123 chevaux essence, automatique ou manuel. Et elle était possible également en diesel et turbo-diesel. Donc bon, c'était des voitures à prix malgré tout supérieur. Hein. On avait une voiture grosso modo à quasi 20 000 euros. C'était du 110, 120 000 francs déjà de l'époque. Donc ça a coûté un peu de sous. On peut le voir ici, même 116 000, je dis ça de tête. Et alors on est dedans, ça fait l'équivalent de 20 000 euros, enfin plus que 20 000 euros, puisque finalement avec les francs constants, on est beaucoup plus haut. Je pense que si on faisait le ratio, on serait peut-être à 25-28 000 euros aujourd'hui pour s'offrir ça. Donc ça coûtait un petit peu de sous. Alors que celle-là, elle coûte pas de sous, celle-là. La 306 XN et XND, on peut voir la présentation bas de gamme, les roues en 13, les pare-chocs noirs, les vitres blanches. La peinture non métallisée, on fait exprès de montrer que c'est une voiture pour des gens qui ont des moyens un peu plus limités, mais qu'on va essayer quand même malgré tout de leur vendre une auto. Et comment on va leur vendre une auto? En disant qu'on peut avoir l'autoradio, qu'on peut avoir un miroir dans sa voiture, on a une porte de boîte à gants, et c'est à peu près tout, parce qu'après on rabat la banquette, c'est soit on met des objets dans le coffre, soit on transporte l'enfant à l'arrière. On voit qu'on a un tableau de bord très simplifié, on a une gamme grise, donc c'est triste. Mais quand on n'a pas d'argent, a priori chez Peugeot, on est triste. Voilà, pas grand chose à dire hein, sur cette XN et XND. 1 litre 1, 1 litre 4 et 1 litre 9 diesel. Maximum 75 chevaux, donc des performances assez sommaires pour cette 306 qui a complètement disparu des routes alors qu'on en voyait beaucoup. Alors que la gamme 306 en 94 ne se composait pas uniquement de cette XN, gamme Peugeot dans son ensemble. Donc c'est un document qui va présenter également les autres modèles de la marque. J'ai bugué parce qu'ils ont montré la XT où on a fait l'essai il y a quelques temps, hein, entre autres. Donc la personne avait eu droit à ce document-là. Sur la XT, on avait montré qu'il y avait possiblement les anti-brouillards, ces enjoliveurs de roues avec les pneus de 165. L'intérieur en velours. Donc ils ont fait une présentation sur ce modèle-là. La fin de la bosse, la GTI 1.9 en 94, c'est les dernières minutes de cette très bonne voiture qui est la 205 GTI 1.9. Présente malgré tout encore un petit peu la turbo diesel et la CTI, mais on sent que c'est la fin, hein, c'est coincé entre la 106 et la 306. Donc là, c'est la fameuse 306 XT, donc la même que la ST qu'on a présentée il y a quelques instants, mais avec le haillon arrière. Par-dessus, on avait droit à la présentation de la Peugeot 405. On arrivait aussi doucement à la fin de la carrière. Hein. Il lui restait encore 1 an devant elle avant l'apparition de la 406. Ils nous ont montré une très belle 405, hein, la signature avec son intérieur velours, ses jantes alliage, ses baguettes chrome, ses anti-brouillards, en version break ici et en version berline. La 405, jusqu'au dernier moment, elle a toujours eu une très belle élégance, je trouve, cette voiture. On est encore en 94 avec la 605 première du nom. On est sur également les derniers instants avant l'apparition pour le modèle 96 de la 605 phase 2,
Donc là, ils ont voulu la vendre avec une très belle définition, 3 litres, 24 soupapes, ou 3 litres normales, avec quelques boiseries, quelques intérieurs en peau d'animal. Et évidemment, en 92 ou 93, on avait remporté les 24 heures du Mans chez Peugeot, donc on était encore dessus en 94, donc on montrait ça. Et donc, une gamme assez complète de véhicules, 405, 405 break, 205, 306, 106, 605. On montrait l'ensemble des produits disponibles, ce qui permettait de se faire une idée de tout ce qu'il y avait chez Peugeot à ce moment-là. Donc, quand on était moins ascendant et qu'on avait pu s'offrir autre chose que la 306 XN, on s'offrait la 306 XR, XRD ou XRDT. On peut voir l'évolution entre les deux, vitres teintées, alors que là on voit l'intérieur de la voiture, là on voit les pare-chocs peints, là on voit les pare-chocs noirs. Sinon pour le reste, hormis les enjoliveurs, ça a l'air, semble-t-il, assez identique. On est sur du document mono... Ah non, il y a quand même une page à l'intérieur, donc on va pouvoir comparer. Qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle nous offre une banquette 50-50, elle nous offre un petit peu de velours, alors que là on est sur du tissu et une banquette d'un seul tenant. On peut voir que la XR nous offre des lumières supplémentaires. Ici on ne montre même pas puisqu'il n'y a rien du tout sur cette voiture. Et on voit qu'on peut avoir le toit ouvrant sur cette XR. Après, motorisation... Et donc pour conclure sur cette AF1 des 306 XR, on peut constater également par rapport à la XN qui était vraiment, comme je disais tout à l'heure, la version simple, qu'on n'a pas le droit sur la XR à avoir la 1,1 litre. Par contre, on a le droit en essence à avoir la version 1,6 litre TU 90 chevaux. Et on a le droit exactement aussi à avoir la XR turbo diesel, alors que la XN, on ne pouvait pas l'avoir en turbo, on pouvait l'avoir uniquement en diesel atmosphérique, donc ça faisait des petites différences de performance. Et puis après, on voit également que on peut obtenir quelques options supplémentaires par rapport à une XN. On peut voir que le document est un peu plus complet sur la XR que sur la XN, en plus de l'équipement de série qui évidemment est plus complet. Voilà, donc ça, c'était le volet 306 qui est à présent terminé. On fait un petit retour pour encore une fois montrer un peu de la 205, mais bon, il est aussi intéressant à montrer ce volet 205, c'est sur la version turbo diesel. Donc la version turbo diesel, c'était entre guillemets la GTI diesel. Pourquoi GTI? Parce qu'elle avait déjà elle avait le train avant triangulé, que n'avait pas par exemple une XS ou les cabriolets, pour avoir pour supporter l'accroissement de puissance, pour supporter l'accroissement de la puissance de la voiture et puis le poids du moteur. Ils avaient mis le train triangulé plutôt que les bras tirés sur la voiture, et puis le moteur faisait 78 chevaux. C'est pour moi la première GTI diesel avant même la Golf et leur fameux GT TDI 110 ou GTI TDI 110 en fonction des années, des modèles. Et puis voilà, donc la 205 des turbos, on l'avait donc avec ce fameux logo rouge sur le coffre. On peut voir que là, je sais même pas si j'en ai déjà vu des comme ça, des 205 des turbos sans la râpe arrière. Donc la râpe, c'est la petite partie en plastique qu'on voit sur les coffres arrière de 205, et avec ces logos là, j'avais jamais fait attention. Voilà, là il y a la râpe en noir ici, puis là elle y est pas. Alors, je sais pas si, moi j'en ai jamais vu des comme ça, donc c'est marrant. Vitre arrière entrebâillante, banquette rabattable 50-50, et puis là l'intérieur velours de luxe. Sur 205, quand on voit les sièges comme ça et quand on voit comment ils sont défraîchis aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Là, ça fait très très envie. Compteur complet avec contour, console noire, console longue de couleur noire. Là, on a la sensation d'avoir une voiture de qualité, miroir de courtoisie pour le passager. Et puis quelques détails techniques pour la 205 des turbos, d'origine 175 km/h et 12 secondes 2 au 0 à 100, 34 secondes 2 sur un 1000 m départ arrêté. Sur un diesel du début des années 90, c'est absolument pas ridicule. Là, on est sur la 205 des turbos modèle 94, mais la 205 des turbos est sortie avant, elle est sortie en 91. Et en option, on pouvait avoir uniquement 3 choses sur cette 205 des turbos. On pouvait avoir l'anti-blocage ABR, on pouvait avoir le toit ouvrant, la peinture métallisée, vernis ou noir. Sinon, d'origine, volant sport, vitre teintée, tout ça, c'était du standard, l'allume-cigare, les baguettes de protection latérale, etc.
Donc voilà, ça c'était la petite minute ou deux, je sais pas, de 205. On va ensuite enchaîner sur une voiture qui est sortie à la toute fin des années 90, puisqu'on doit être sur les 99, mais là on est sur des catalogues 2000 et 2001, donc on va pas être difficile avec elle, on va quand même la montrer parce qu'on va pas faire une vidéo juste pour deux catalogues. C'est la 406, malheureusement je l'ai que en phase 2, donc ça c'est le catalogue 2000, ça c'est le catalogue année 2001. On va voir si on les compare ou si on les montre à l'affilée. On va pas les montrer à l'affilée. Donc la 406, hein, pour rappel, sortie en novembre 95 en phase 1. Là, c'est la nouvelle version. La phase 2, elle venait ça faisait pas très longtemps qu'à ce moment de ce catalogue qu'elle était sortie en phase 2. Donc la phase 2 avait la face avant qui a été modifiée. Et sur la berline, la face arrière était également différente. Il y avait des nouvelles motorisations, il y avait des nouveaux noms de finition qui apparaissaient. Donc voilà, 406 qui roule vers le succès à ce moment-là. On met en avant à ce moment-là donc la motorisation V6 qui était la motorisation la plus haute disponible sur la 406 phase 2. On mettait aussi en avant le fait qu'on pouvait avoir l'ABS et l'explicatif de l'ABS, ce que ça pouvait donner. On mettait également en avant le fait qu'on avait possiblement 4 airbags sur notre voiture. Évidemment, la 406 SV avec l'option cuir SVE. La SVE sur la phase 1, c'était une vraie finition. Et là, on peut voir option pack SVE. Sur la phase 2, ça s'était transformé en option pack SVE. Et puis, la mise en avant du système HDI, hein, qui était encore tout récent à ce moment. Et donc là, la gamme complète des 406. Alors c'est bien parce que c'est détaillé en 2 pages assez simplement. On voit tranquillement sur ce quoi on a affaire. On a la SR qui est la version de base en tissu standard et quelques lignes d'équipement qui sont somme toute assez sommaires, mais malgré tout on a quand même d'office la direction assistée, les équipements de sécurité et la clim. Donc les 406 phase 2 c'est clim obligatoire. Et ensuite la ST elle agrémente de certaines choses, hein, comme les essuie-glaces automatiques, l'autoradio, trappe à ski, voilà. Bon, il y a quelques petites choses en plus. La ST Pack Sport, c'est une version qui est relativement difficile à trouver aujourd'hui, mais qui est somme toute très sympa parce qu'elle a un semi-cuir bleu à l'intérieur, enfin avec beaucoup de touches bleues. Elle enlève le bois moche, le bois de plastique SR et ST, elle le remplace par une petite baguette bleue sur le tableau de bord, donc c'est plutôt sympa. On a les jantes en 16 identiques à la 206cc et 206S16 un petit peu plus tard. Donc on a du semi-cuir, on a une présentation beaucoup plus sportive et elle est réservée sur les motorisations les plus grosses, HDI 110, 136 et 2 litres de 16, donc c'est pour ça qu'on l'a assez peu. Donc ça c'était la ST Pack Sport, donc c'est plutôt une finition moi que j'aime beaucoup. Et puis la SV c'est la 406, c'est la 406 haut de gamme qui nous offre possiblement les options les plus élevées avec les sièges cuir et puis les sièges électriques, éventuellement en option, mais sinon standard c'est velours avec accoudoir. Donc on a ces quelques agréments supplémentaires sur la 406 SV, donc l'ordre est respecté sur les finitions. Donc ça c'était un catalogue de juin 2000 et on va conclure sur le 2001 pour voir ce qui nous offre en plus. Donc là ils remettent en avant la 406 ST Pack Sport. Elle devait être très rentable pour la montrer dès le départ. Ils montraient une ST Break parce qu'il y avait les 2 carrosseries disponibles sur la 406 à ce moment là. En tout cas il y avait aussi la 406 coupée, mais on avait la 406, là il montre une ST Pack Confort et on voit qu'elle a un petit logo V6, donc on pouvait avoir une finition intermédiaire plus, on va dire, pas la finition la plus haute, mais avec le plus gros moteur possible. Là on aime bien montrer encore la ST, puisqu'on a encore une break ST, hein, donc milieu de gamme. Et aujourd'hui, puisque en 2001, là c'est un catalogue 2001, la 2001 avait modifié les noms de ses finitions. Et là, on avait une ST Pack Confort avec Pack Confort cuir en option. Voilà, donc ça, ils avaient arrêté la finition SV. Vous pouvez aussi avoir l'option système hi-fi JBL 240 watts 10 haut-parleurs. Et l'apparition aussi de cette 406 ST avec l'intérieur beige. Mon père l'a eu, celle-là exactement la même.
Elle était noire à l'extérieur avec le tableau de bord noir et les contreportes beige, siège beige. Je l'ai conduit en vrai, celle-ci, elle a exactement la même. On s'en fout, hein, mais bon, voilà. On pouvait avoir l'apparition, alors c'était apparu un petit peu avant, mais on était vraiment sur les tout premiers moments de la navigation GPS. Alors le GPS, il restait affiché sur un écran grosso modo gros comme celui-ci, mais donc il n'y avait pas un vrai fléchage avec des cartes en couleur, mais il y avait quand même malgré tout l'apparition de la navigation GPS sur la 406 en 2001. On avait aussi, donc ça c'était grâce au multiplexage, l'apparition de l'ESP et de ses éventuels bienfaits. Toujours en avant une double page sur la tenue de route de grande classe de cette 406. Les 4 airbags, toujours hein, la mise en avant de la sécurité après la tenue de route, la sécurité active, la sécurité passive, donc sécurité sur lequel on ne peut plus agir une fois que c'est trop tard. Le gros moteur, le 2 litres de HDI, le filtre à particules. Le 2 litres de HDI, c'est l'écologie. Voilà. Là, on kiffe. Aujourd'hui, on veut la jeter à la poubelle. Mais à l'époque, on pouvait manger la feuille après être passé sur un HDI. Le HPI, le moteur échec, hein, c'était un injection directe essence. Hein, ça n'a pas du tout marché. Ça consommait autant, voire plus que la 2 litres 16 standard. Le V6 toujours hein, pour la bourgeoisie. Et le 406 break avec un rappel comme quoi on pouvait avoir 7 places sur le break 406, donc c'était à ne pas négliger et c'était assez peu su de manière générale. Et donc encore une fois, le retour équipement des 406 SR ST avec vraiment les images assez complètes sur la voiture. On peut voir que la SR elle est montrée avec ses enjoliveurs qui reprennent le dessin de la 205 GT1 9, les jantes à succès. La ST elle est directement en jantes alliage, la ST Pack Sport, donc ça on l'a expliqué tout à l'heure, et puis apparition de la ST Pack Comfort, donc ils avaient rajouté une finition qui était en fait l'opposé, un peu comme ceux qui connaissent chez Mercedes, vous aviez l'avant-garde et l'élégance, là c'était un peu l'équivalent avant-garde, et puis là c'était un peu l'équivalent élégance. Malheureusement ils ont vendu plus d'élégance que de Pack Sport. Alors il n'y a pas de modif au niveau du châssis, si ce n'est les jantes en 16, mais moi je trouvais la présentation très très jolie de cette 406, parce que surtout ça nous enlevait ce bout de bois très très moche qui courait sur le long de la voiture, et donc la ST Pack Comfort remplaçait l'ancienne SV. Le rappel des couleurs disponibles sur la voiture, hein, avec différentes possibilités d'accords intérieurs et extérieurs. Et puis on n'oublie pas le petit plaisir supplémentaire, hein, si on veut s'offrir quelques petites choses comme le porte-clés 406, le briquet tube, ça c'est un briquet qui coûtait 7,47 € de l'époque, hein, ça va faire 10-12 €. Le magnifique polo de beau gosse et la cravate de beau gosse, je ne sais pas si hein, ils en ont vendu beaucoup, mais bon, ça a le mérite d'exister, tous ces petits accessoires Peugeot, le porte-vélo, le téléphone Bosch que l'on pouvait mettre sur la voiture, et on pouvait visiblement supprimer le cendrier par un vide-poche de console, un peu à la manière des 205. Et ça c'est le rappel complet des caractéristiques des voitures avec le rappel des coloris de l'auto, donc c'est un peu la même chose que ce qui est proposé sur le catalogue complet. Donc voilà, ça c'était un petit tour 406. Et là, pour terminer, parce qu'après on en aura fini avec les volets Peugeot, j'ai quelques petits trucs à montrer assez original. Ça, on va dire que c'est le bonus track. On a un journal François avec la présentation de la 309. Donc ça, c'est un journal qui date de la fin des années 86, même pas de la fin 86, j'allais dire, mais en fait je me trompe, c'est fin 85, pardon, octobre 85. Un petit document publicitaire avec donc la mise en avant de la 309 SR, exactement la même que j'avais montré à l'époque sur la chaîne. Donc là c'est un encart publicitaire complet fait par Peugeot, où ils disent voilà, Peugeot en tête du championnat du monde des rallyes 85, l'essai de la Peugeot 309, la gamme complète. Donc ça c'est plutôt un document assez marrant, hein, avec la mise en avant des différentes choses. Elle a été donc conçue par le vent pour je sais pas si on le voit bien là sur la vidéo, mais
Il y a la soufflerie qui a travaillé le dessin de la 309. Il fallait trouver des arguments pour essayer de composer un peu le design un peu déjà à l'époque daté et démodé. Hein. Même déjà en 85, ça a été assez critiqué ce choix de design. La Peugeot Vera, hein, qui était un projet autre, encore plus aérodynamique. Et puis de l'autre côté, donc sur la troisième page, la mise en avant de l'intérieur, mais mise en avant assez rapide. Hein. On ne montrait pas trop tout ça parce que, encore une fois, l'intérieur aussi était assez malvenu sur la 309 à ce moment-là. La mise en avant de la technologie de la voiture sur la dernière page avec on montre que la voiture n'est pas faite à la main, elle est faite avec des magnifiques robots, et puis on met en avant la technologie avec les suspensions avant, les disques de frein à l'avant, la bonne répartition, le gros moteur, enfin bref, on kiffe la 309 avec ce journal, ce publi-reportage François sur la 309. Et là, on a des documents internes de chez Peugeot. On va prendre le plus vieux d'abord, on va prendre le 94. C'est Auto Peugeot, donc c'était un journal assez... donc c'était un journal gratuit, je pense que c'est un journal qui était disponible en concession. Ça avait le format d'un magazine. Et donc Auto Peugeot, évidemment on parlait uniquement des Peugeot, avec en mise en avant prioritaire en janvier 94, la 306 des turbos, donc je le disais tout à l'heure, avec ce fameux pare-choc avant auréolé d'anti-brouillard, look de la S16, donc avec cette présentation sportive, mais les enjoliveurs. Il mettait toujours la 205, plus de 10 ans après sa sortie, donc ça veut dire qu'elle rapportait encore pas mal d'argent cette voiture. Et donc à l'intérieur, on avait différentes informations qui étaient montrées pour les clients, on va dire. Et donc c'était l'entièreté de la gamme Peugeot. Alors il n'y avait aucun avis critique, hein, évidemment, c'était fait par eux-mêmes. La présentation de la 306 Cabriolet, de la très belle 306 Cabriolet, évidemment Peugeot après ses succès aux 24 heures du Mans, et après donc de manière plus vieille ses succès en rallye raid, etc. En rallye, ils se sont dit tiens, on va s'attaquer à la Formule 1, on va tout déchirer. Bon, l'avenir dira qu'ils se sont plantés, mais en tout cas ils mettent un petit encart sur leur technologie V10 à l'arrivée de la Formule 1. Une double page prioritaire sur cette fameuse 306 des turbos et la présentation sportive, donc on l'a montré tout à l'heure, mais finalement là le document est beaucoup plus complet ici que sur le petit encart publicitaire tout simple que l'on avait. Et donc ils mettent les plus, hein, évidemment, de la voiture avec les sièges sport, la direction assistée, les vitres teintées électriques, le toit ouvrant qui était possible en option. Voilà, donc ils ont mis en avant cette présentation sportive. Hein. Peugeot a très rapidement compris que le diesel et le sport, ça pouvait se vendre. Encore une fois, bien avant Volkswagen, on a tendance à oublier ce genre de choses. Et encore une fois, donc la page d'après, Peugeot mettait encore une fois en avant l'entièreté de sa gamme diesel, avec ici en présentation je crois que c'est le 2 litres 1 TD, celui-ci, donc c'est le gros moteur diesel, enfin gros moteur à 12 soupapes qu'ils avaient fait au départ pour la 605, mais on l'a aussi eu sur le 806, et après on l'a vu de manière trafiquée à différents swaps, mais on a une double page exclusivement réservée au diesel, XUD, le TUD avec la 106, le tout petit moteur 1.4. On a montré qu'on savait faire le diesel chez Peugeot. Là, c'est les différentes propositions d'offres avec différentes choses. Un magnifique crédit à 6,15%, donc pour 10 000 francs empruntés, ça nous faisait 861 francs en 12 mensualités, soit 350 balles. Donc les banques vivaient bien à ce moment-là, faut le dire, faut le savoir. Un petit 6,15 de crédit, ça fait toujours du bien à son homme. Le véhicule 405 signatures a été mis en avant avec la 405 style. On mettait des 405 de belle qualité. On montrait les climatisations, on montrait tout ça. Donnait encore envie d'acheter des 405, qui a été en fin de carrière à ce moment-là. On la montre encore une fois en version turbo diesel au niveau de l'intérieur. On met encore une fois en avant le diesel. On a compris, je pense, à ce moment-là que Peugeot et les moteurs essence, ils étaient bons dans les années 80. Et puis dans les années 90, les moteurs essence, à part sur les petites versions, mais sur les voitures comme ça, là, les milieux, voire les hauts de gamme, hein, 306, 406 ou 405, les moteurs essence n'étaient pas terribles chez Peugeot. Ils étaient vraiment dépassés par la concurrence, donc on mettait vraiment en avant
le XUD qui marchait très bien, et à la fin on mettait la 405 sillage qui était la version de base, hein, la version pauvre, elle était à peine en tissu, elle n'avait pas de vitre teintée d'origine, enfin bref, c'était honteux. Bon, là on était au cœur de l'hiver, donc il faisait un explicatif de comment entretenir sa voiture en hiver. Évidemment, à la fin, on montre encore une fois la 205, hein, qui mérite toujours ses pages. Encore une fois, on la montre en diesel, parce que là, un litre 1 et un litre 4 essence, c'était peut-être un peu moins rentable. Et puis, la diesel, ça, c'était vraiment rentré dans l'esprit qu'il fallait acheter du diesel à ce moment-là. Donc là, la 205 diesel et sa carte grise 5 chevaux. Et on faisait la conclusion de ce catalogue avec le shopping, le système audio, les chaînes à neige, le siège bébé qui doit être très très rare aujourd'hui, hein, un siège bébé comme ça. Les collectionneurs peut-être qui se l'arrachent, je sais pas, je me suis jamais posé la question, est-ce que pour aller avec sa 306 ou sa 205 de 95, on veut le siège enfant de 1995. Puis bon, là, un rappel de concessionnaire disponible en janvier 94. Et un autre auto-hebdo qui est un petit peu plus marrant, celui-ci, qui est un Mars 96. Et Mars 96, on a la 406 qui est sortie il y a peu de temps. Donc ils ont mis la 406 vraiment premier prix, la SL 1.6. Donc c'est vraiment base minimum. Et on a notre bon Thierry dans son 806. Je ne sais pas si c'est le sien, mais en tout cas, le bon Thierry, il veut nous l'ingurgiter, hein, son 806 avec son crédit à 6,15. Donc là, bon, c'est différente, c'est la mise en bouche, on va dire, du catalogue, pas très intéressant. L'arrivée de la nouvelle 106, évidemment, on va la montrer en S16 avec les différents autoradios possibles dans la gamme 96. Hein, c'est des autoradios fabriqués par Clarion, je crois. Ah non, c'est encore Blowpunkt à ce moment-là. Et après, ils sont passés à Clarion, mais les Blowpunkt étaient nettement mieux sur les Peugeot. Donc associé à cette 106 S16 rouge Lucifer. Et ça y est, notre bon Thierry dans le 806. Le bon Thierry ouvre le portail tout en observant son magnifique 806. Le bon Thierry qui conduit son 806 et il en est fier de son 806. Voilà, il kiffe. Il kiffe. Il y a la porte latérale coulissante et Thierry kiffe le 806. Thierry kiffe tellement le 806 qu'il en sort par le toit ouvrant parce que son 806 ST, il a le toit ouvrant, donc il sort par le toit ouvrant et il est tout sourire parce qu'il y a de la place dans le 806 de Thierry. Et puis Thierry, il a rangé beaucoup de choses parce que Thierry a beaucoup de choses chez lui qu'il veut mettre dans son véhicule et Thierry s'amuse à téléphoner et à faire le bureau dans le 806. Et là, il fait les gobelets parce qu'il montre le porte-gobelet, Thierry. Et Thierry, il bosse toujours dans son 806. Et après, quand il en a marre de travailler, il va se balader, Thierry, avec son 806. Thierry boit de la Volvic. Thierry coupe du bois et Thierry met le bois dans le coffre de l'auto. Donc Thierry, c'est un mec bien. Et puis Thierry, il aime la nature. Et puis Thierry, il est content de son 806. Et puis Thierry, à la fin, il a plus de 806. Et on ne sait pas pourquoi. Donc c'était une présentation de Thierry pour ce Peugeot 806. Voilà, 1200 km Francfort. Je pense que c'est pour mettre en avant l'énorme réservoir et l'énorme confort que disposait cette Peugeot 605. On pouvait rouler zen et si on roulait tranquille, on pouvait faire 1200 km d'autonomie avec les 80 ou 90 litres du réservoir disponible de cette 605. Donc effectivement, on avait une sacrée autonomie sur cette voiture. La formule d'avenir, c'était quoi? C'était encore une fois pour le diesel. Donc un an et demi après le catalogue que j'ai montré tout à l'heure, on fait encore la mise en avant et la continuité du diesel, toujours 2 litres 1 ici. Là, on montre la 306 Green et la 306 Open, donc c'était des séries limitées assez basiques. Là, c'était la mise en avant de potentiellement 15 000 véhicules a priori d'occasion pour s'offrir les services. On avait le droit jusqu'à 27 000 francs d'économie avec la reprise Peugeot. On avait un petit crédit à 8% quasiment, c'était assez intéressant. Et on avait 400 francs d'économie sur le contrat de service Peugeot pour faire entretenir sa 205,
C'était très intéressant, croyez-le ou non. Donc il y avait la petite carte jeu qui n'a jamais été décrochée. Donc la 306 green, hein, c'est pas tous les jours aujourd'hui qu'on la trouve. La 306 green, elle a l'intérieur vert comme la 205 ou la 106 au même moment. Donc la version green, c'est un peu la version pauvre de la Roland Garros. On met quand même en avant une petite 306 coffre. On essaye de les vendre, même si on sait qu'en France, ça ne sert strictement à rien d'essayer de vendre ce genre de choses. Puisqu'on a payé un crédit à 8%, on essaye de faire quelques économies. Hein, on en parle, hein, des petites économies possibles. Donc, comment préserver la consommation des pneus, parce que le crédit à 8%, faut le payer, messieurs, dames. Faut le payer, le crédit à 8%, pour s'offrir cette 406 SL 1,6 avec ce tissu qui est vraiment modeste, hein, sur la 406. On met pas beaucoup en avant le fait qu'il n'y ait pas grand chose dans cette voiture, qu'elle soit très économique, il n'y a pas le bois, on est que en plastique, il n'y a pas la clim, il n'y a rien. On met vraiment la voiture, on fait des gros plans. Quand la voiture est haut de gamme, on monte de manière large pour montrer l'opulence. Quand les voitures sont bas de gamme, on resserre énormément la photo pour montrer le minimum, mais essayer d'en montrer malgré tout. Bon, là, c'est une Thalasso, hein, pas très important. Et en 96, on fait quand même une page à la fin sur la Formule 1, même si c'est pas terrible pour eux, la Formule 1. Ils ont eu un coup de chausson par McLaren, et puis bah là, ils sont avec Jordan, je crois, à ce moment-là. Mais ça n'a pas marché non plus, malheureusement pour eux. Et bah toujours la mise en avant de Roland Garros, parce que là ça a été un partenariat à succès. Et puis bah, la conclusion de ce document, c'est quelques accessoires comme d'habitude, le petit aileron pour la 806, l'autoradio Bluepoint à 2000 francs, à cassette, des jantes, j'ai l'impression, ou un petit cache noir supplémentaire pour cette 406. Voilà, pour améliorer l'agrément de cette voiture. Ah, et dernière chose, il y a Jacques qui avait reçu un petit courrier lui proposant un petit crédit, encore une fois à 7,9%, signé de la main de Olivier Ossard, président, directeur général de Peugeot, ou de Vauban Automobile plutôt, je pense. Voilà, donc il lui proposait un petit crédit à 7,9% sur 48 mois, une réduction gouvernementale liée au crédit à la consommation. On faisait une remise d'État, donc avec nos impôts, c'était la double cartouche. Avec nos impôts, on finançait les banques, ça c'était très intéressant. On pouvait y ajouter une remise de 400 francs sur le contrat service. Et si on avait une merguez de plus de 8 ans, c'est-à-dire une vieille 205 GL de 83, on obtenait une remise supplémentaire de 27 000 francs, payée également par l'État. Voilà, donc c'était un petit document pour conclure cette vidéo Peugeot. On en aura fini dans tous les cas avec l'Automobilia Peugeot. Ça a été drôle. Le prochain épisode qui va arriver très prochainement, je pense la semaine prochaine, ce sera sur Volkswagen, où j'ai une belle tripotée également de documents des années 80-90. On va montrer également tout ça. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.